Bismillah. Le lendemain, de gros nuages s'amoncelaient à l'horizon. Le tonnerre grondait au loin, tandis que de brefs éclairs sillonnaient le ciel. Viola, accoudée à l'une des fenêtres de sa chambre, semblait contempler les jardins. Mais elle ne voyait pas vraiment les mauvaises herbes, les ronces ou les orties. Elle ne prêtait pas davantage attention à l'orage qui s'approchait des côtes. Non, tout ce qu'elle voyait, c'était le visage défait du duc. Il n'avait pas dit un mot, mais elle avait entendu sa déchirante question muette. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi m'avez-vous menti ?» Très vite, il s'était repris. Il était redevenu un hôte aussi poli que glacial. « Avez-vous fait bon voyage ?» avait-il demandé courtoisement à Lewis Wilder. « Excellent, merci. Je suis arrivé à Londres et j'ai pu apprendre que le comte de Northcombe se trouvait en Écosse en compagnie de sa sœur. » Il avait eu un gros rire. Alors aussitôt j'ai pris le chemin de l'Écosse. Avec curiosité, il l'avait poursuivi. Le naufrage a eu lieu pratiquement en face du château, si j'ai bien compris. Il avait laissé échapper un rire moqueur. Les habitants du village m'ont donné des explications, mais ils ont un tel accent. Vous vous moquez des Écossais, mais que dire de votre accent américain, mon pauvre Lewis, avait pensé la jeune fille avec dégoût. Oui, le yacht a sombré sur les récifs que le jour venu, vous pourrez voir à peu près de distance d'ici. Quelle histoire, quelle dramatique histoire. Je suppose que vous avez pris une chambre à l'auberge du village, avait interrogé le duc plus glacial que jamais. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de proposer à cet étranger de loger au château. C'est cela. J'espère que vous êtes bien logé. Bah, pour une nuit ou deux, je ne vais pas me plaindre. Le duc semblait mettre un point d'honneur à ignorer la présence de Viola. Celle-ci cherchait sans cesse son regard, sans jamais parvenir à le rencontrer. Que n'aurait-elle pas donné pour lui faire comprendre son désespoir? Oh, comme elle regrettait de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Elle n'était pas dupe de son apparent détachement. Elle avait bien remarqué que ses prunelles s'étaient assombries et qu'il s'était légèrement courbé, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. Quelques minutes plus tard, prétextant des dossiers à étudier, Bruce avait quitté le salon, laissant la jeune fille seule en compagnie de l'Américain. Ce dernier avait fait la grimace. Peu, ces aristocrates ombrageux, pour qui se prennent-ils dans leur vieux château poussiéreux? Choquée, Viola n'avait pas répondu, mais il en fallait plus pour décourager Lewis Wilder. En tout cas, on ne peut pas dire que votre duc ait l'air très heureux de vivre. Il a beaucoup à faire, beaucoup de soucis. Vous allez être content de quitter ce nid à cornet, déprimant pour retourner à Londres. De nouveau, la jeune fille était demeurée silencieuse. Savez-vous, Lady V, que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver votre trace? Ah oui, j'ai réussi à apprendre que tous les passagers de l'Étoile des Mers étaient sains et saufs. Mais où avait disparu le comte de Northcombe et sa sœur? Grâce au ciel, je connaissais l'adresse d'une certaine mademoiselle Matthews. Oui, ma cousine Edith. Elle m'a dit que votre frère avait eu une rechute et que vous étiez hébergés tous les deux dans un château perdu au fin fond de l'Écosse. Et entre nous, pour un château perdu, il avait laissé échapper un rire sarcastique. On ne pourrait pas trouver mieux. Viola était incapable d'avoir la moindre réaction. Elle feignait d'écouter, mais elle ne pensait qu'à Bruce, à l'expression de mépris qu'elle avait lue sur son beau visage. C'était insoutenable. Oh, pourquoi ne lui ai-je rien dit plus tôt? Se demanda-t-elle avec désespoir. La voix de Lewis Wilder l'avait ramenée à l'instant présent. Je n'ai pas réussi à voir votre frère, la vieille chouette qui mène tout ici. Madame Livesey? Peut-être. Donc cette vieille chouette m'a appris d'un air pincé que Milord était déjà au lit. Et qu'il n'était pas question de le déranger. J'ai quand même réussi à comprendre que David était à peu près remis. Oui, il va beaucoup mieux. Heureusement, car nous avons 1000 choses à discuter au sujet de certains placements. Si j'ai traversé l'Atlantique, ce n'est pas pour rien. Vous allez donc pouvoir revenir avec moi à Londres. Inutile que vous vous éternisez dans ce trou à rats. Il avait fait mine de frissonner. Brrr, il y a de quoi déprimer. Écoutez, Lady V, j'ai loué une automobile. Ne m'appelez pas Lady V. Pourquoi pas? Je vous ai toujours appelé comme ça. C'est amusant, non? À New York, cela amusait la jeune fille. Plus maintenant. Donc, Lady V, demain après-demain, au plus tard, je vous emmène ainsi que votre frère jusqu'à Glasgow, où nous prendrons le train pour Londres. Je ne suis pas sûr que David soit en état d'entreprendre un tel voyage. Même si elle savait parfaitement que son jumeau était pratiquement guéri, elle avait poursuivi. Il faudra demander son avis au médecin car les médecins sont des ânes, avait coupé Lewis Wilder. Mon Dieu qu'il est antipathique, Dieu qu'il est vulgaire,
Pourquoi est-il venu pour tout gâcher? Ah, quand je pense que cet idiot souhaitait m'épouser. Grâce au ciel, Lewis Wilder n'avait pas tardé à prendre congé. J'espère que je vais réussir à dormir. Tous ces paysans ridicules jupons à carreaux sont en train de boire pinte de bière sur pinte de bière au pub, juste sous ma chambre, en faisant un de ces vacarmes. Il paraît que c'est la fête du village. Drôle de fête. Ah, quelle bande de sauvages, ces Écossais. Viola s'était sentie obligée de l'accompagner jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'était retourné. Savez-vous ce que le capitaine de l'Étoile des mers raconte? Selon lui, si son bateau a sombré sur les récifs, ce serait la faute des naufrageurs. Remarquez, de la part des Écossais, rien ne peut m'étonner. La jeune fille avait haussé les épaules. À mon avis, le capitaine se sent responsable de la perte du yacht, qui avait été emporté par le vent et les courants beaucoup trop au nord. Il a inventé cette histoire pour ne pas avoir d'ennui avec les compagnies d'assurance. Lewis Wilder avait hoché la tête d'un air sentencieux. Sachez, Lady V, qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Oh, vous, il lui avait coupé la parole. Quand quelqu'un comme votre duc a désespérément besoin d'argent, s'acoquiner avec une bande de pirates peut être rentable. Viola l'avait regardé avec horreur. Comment osez-vous avancer une chose pareille? Le duc de Glentoran est le plus intègre des hommes. Lewis Wilder avait ricané. C'est vous qui le dites, Lady V, c'est vous qui le dites. Après un silence, il avait ajouté. Je connais ce genre d'homme qui essaie de faire feu de tout bois. Votre duc est dans la misère, d'après ce que j'ai compris. L'arrivée de la riche mademoiselle de Northcombe chez lui a dû le rendre fou. Ah, quelle aubaine! Je parie qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour vous séduire. Il avait bombé le torse. Si vous voulez éviter que les gens ne ricanent derrière votre dos, je vous conseille, pour couper court à tous les ragots, d'épouser quelqu'un d'aussi riche que vous. Moi, par exemple. Soit il n'avait pas ajouté ces 3 mots, mais il était sous-entendu. Cette nuit-là, Viola n'avait pas dormi une seconde. Elle ne cessait de se tourner et de se retourner dans son lit en revivant chacun des événements de cette soirée qui avait si bien commencé et qui s'était si mal terminée. Si seulement elle pouvait pleurer. Hélas, cette consolation lui était refusée. Ses yeux demeuraient désespérément secs. Jusqu'à l'aube, elle s'était répété à satiété les arguments qu'elle invoquerait pour tenter d'apaiser la colère de Bruce. Réussirait-elle à le convaincre? Quand les premières lueurs du jour avaient enfin commencé à poindre à l'horizon, elle s'était habillée. Elle était arrivée dans le hall au moment où Jenny, la petite femme de chambre qui aidait Madame Livesey, faisait un peu de ménage. Son balai à la main. Jenny lui fit la révérence, mais Viola ne la remarqua même pas. On aurait cru un fantôme, dit ensuite la jeune servante à la cuisinière. Pâle comme un linge, pas un mot. J'ai eu l'impression qu'elle ne me voyait même pas. Viola était presque sûre de trouver Bruce dans son bureau, non loin du salon de musique. Elle ne s'était pas trompée. Un ray de lumière passait sous la porte. Elle leva la main, mais ne trouva pas le courage de frapper. Était-ce la fin de tous ses rêves? Elle le craignait. Comment l'orgueilleux Bruce de Glentoran pourrait-il jamais lui pardonner d'avoir dissimulé un fait ayant affecté à ce point son existence? Il doit considérer cela comme un manque absolu de confiance, pensa-t-elle avec désespoir. Que deviendrait-elle alors? Il ne lui resterait plus qu'à quitter ce château de rêve pour retrouver l'agitation de Londres, où elle mènerait l'existence d'un zombie. Car si Bruce l'a rejetée, que pourrait-elle espérer de la vie? Tout est ma faute, se dit-elle avec désespoir. J'ai bien cherché ce qui m'arrive. J'aurais dû lui faire confiance et tout lui raconter dès notre arrivée à Glentoran. Elle se décida enfin à frapper. Entrée, le duc était assis derrière son bureau, la tête entre les mains, les rideaux étaient toujours tirés, seule une lampe à l'huile éclairait ses cheveux sombres. Quand il leva les yeux, la jeune fille laissa échapper une brève exclamation. Il ne paraissait plus que l'ombre de lui-même. Bruce, impulsivement, lui tendit une main qu'il ignora. Elle laissa retomber son bras. Je voudrais vous expliquer. Aucune explication n'est nécessaire. Je suis très heureux d'apprendre que la chance vous a souri. Je regrette seulement que votre frère et vous ayez trouvé drôle de nous traiter comme vous l'avez fait pendant toutes ces semaines. Je vous en prie, Bruce, ne blâmez pas David, il voulait tout raconter à Meg. Je lui ai demandé d'attendre. Pourquoi? Pour faire rire la haute société londonienne à nos dépens? Il se leva et s'avança vers elle d'un air menaçant. Vous aviez l'intention de faire des gorges chaudes au sujet de votre dernière conquête?
Saisissant la jeune fille par les épaules, il la secoua sans douceur. « C'est cela, n'est-ce pas? Vous auriez raconté que les Glentoran étaient pratiquement sur la paille, que leur château menacé ruine et que ceux qui se risquaient à leur prêter des capitaux étaient bien bêtes car jamais ils ne reverraient la couleur de leur argent. Non, non, comment pouvez-vous penser cela de moi? Je me suis conduite de manière stupide, je m'en rends compte maintenant, mais je ne trouvais jamais le moment adéquat pour vous mettre au courant. Quoi? S'écria-t-il avec incrédulité. Nous avons passé de longs moments ensemble, et il ne vous aurait pas été difficile de dire que votre frère et vous étiez désormais millionnaires. Cette fois, Viola éclata en sanglots. Je souhaitais vous parler, balbutia-t-elle, tandis que les larmes coulaient librement sur ses joues. Mais oui, lança-t-il d'un ton sarcastique, je vous le jure, j'en avais la ferme intention, mais je pensais que vous ne m'aimeriez plus parce que vous êtes très sensible à l'opinion que l'on a de vous. Vous auriez craint d'être mal jugé, pensant que les gens s'imagineraient que seule ma fortune vous intéressait. Au lieu de cela, elle s'entendit déclarer « Ne dramatisez pas, Bruce, tout cela est sans importance, soupira-t-elle. Sans importance tonna-t-il. Ce n'est que de l'argent. Je suis toujours celle que vous avez rencontrée au bal de Charlotte Brand. Et quand, s'il vous plaît, aviez-vous l'intention de me dire la vérité? Soudain, fou de rage, il la secoua de nouveau. Seigneur, quand je pense que hier soir j'avais l'intention de vous demander de devenir ma femme. Ah, quel bel idiot j'étais! Vous vous seriez bien moqué de moi. Dans sa colère, il se pencha et lui prit les lèvres dans un baiser brutal, un baiser totalement dépourvu d'amour, de tendresse, un baiser qui se voulait plus une punition qu'autre chose. Avec un petit sanglot étouffé, il se dégagea. « Comment pouvez-vous être aussi cruel ?» s'écria-t-elle avant de s'enfuir en courant. Tout ce qu'elle voulait maintenant, quitter Glentoran dans les plus brefs délais. Mais il lui fallait tout d'abord trouver son frère afin de lui expliquer qu'ils n'étaient plus les bienvenus au château. Après avoir tambouriné à la porte de David sans obtenir de réponse, elle entra. La chambre était vide, et tout de suite, elle nota que le vieux carnet de croquis qu'il emportait partout avec lui n'était pas à sa place habituelle. Cela signifie qu'il est sorti, mais où le trouver? Dans les jardins, au milieu des landes ou sur la plage? La jeune fille regagna sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Elle, qu'il se plaignait de ne pas réussir à pleurer, ne cessait plus de sangloter. Où aller? Que faire? Dans son désarroi, elle ne trouva qu'une solution. Il me reste à descendre au village pour annoncer à Lewis Wilder que nous partons avec lui pour Londres. Après avoir arrangé leur départ, elle irait trouver les Lyell et tâcherait de savoir dans quelles conditions ils étaient entrés en possession de la broche en diamant de Madame Van Ashton. Elle n'avait pas oublié les mots de l'Américain. Ce dernier soupçonnait le duc de faire partie d'une bande de pillards, ou tout au moins de les protéger. Dans cette vie, tout était possible. Comment Viola aurait-elle pu jurer qu'il n'était jamais arrivé à son père, dans sa quête désespérée d'une fortune, d'avoir parfois franchi la ligne qui séparait la légalité de l'illégalité? Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. David et moi n'aurons même pas de bagages à faire, puisque rien de ce que nous portons ne nous appartient. Ses larmes redoublèrent. Comment avons-nous pu traiter ainsi Bruce et sa sœur? Ils nous ont accueillis avec autant de chaleur que si nous faisions partie de leur famille. Et en guise de remerciement, nous leur avons caché le grand bouleversement qui s'est produit dans notre existence. Ils ne peuvent que juger mal notre attitude. Vue de l'extérieur, elle paraît tellement choquante. À la pensée de devoir quitter le château, son cœur se déchirait. Ah, que n'aurait-elle donné pour pouvoir passer toute sa vie ici, pour voir l'hiver venu, la neige blanchir les landes, tandis que de grands feux pétillaient dans les cheminées, pour décorer un immense arbre de Noël dans le hall, pour jouer avec des enfants sur les pelouses les jours de beau temps. Des enfants, oui, ceux de Bruce et les siens. Hélas, ses rêves fous ne se réaliseraient jamais. Elle avait trahi la confiance de l'homme qu'elle aimait. Il la méprisait et n'avait qu'une hâte, la bannir à jamais de sa vie, de sa demeure. L'orage s'était rapproché. Le vent soufflait en violentes rafales, une tempête s'annonçait. Avec un peu de chance, j'arriverai au village, avant la pluie, pensa Viola. Et même si elle se faisait mouiller, quelle importance? Au point où j'en suis, murmura-t-elle amèrement. Enveloppé dans la veste fourrée que lui avait prêtée le duc, le comte de Northcombe s'était assis sur un banc, mal protégé du vent, un crayon à la main. Il tenait de saisir le mouvement furieux des vagues qui se brisaient sur une pointe rocheuse. Quand Meg le rejoignit, il lui sourit. « Vous n'auriez pas dû sortir par un temps pareil. »« Peu,
Juste un petit grain, ce n'est rien en comparaison des terribles tempêtes qu'il nous arrive d'essuyer au cours de l'hiver. Gentiment, elle le menaça du doigt. C'est vous qui n'auriez pas dû sortir. Je me demande ce que dirait le docteur Monroe si vous voyez dehors. Il dirait que je suis maintenant assez solide pour affronter tout le temps. La jeune fille s'assit près de lui et jeta un coup d'œil à ses derniers croquis. « J'aime tout ce que vous faites. » Elle laissa échapper une exclamation amusée. « Vous avez même dessiné le grenier. On dirait une illustration pour une histoire de fantôme. Vous avez un talent fou, David. » Elle tourna une autre page. « Oh, c'est moi ?» Le jeune comte lui jeta un coup d'œil gêné. « Je suis étonné que vous me parliez encore, Meg. Je pensais que vous alliez me tourner le dos. Pourquoi ? Vous avez certainement eu des échos de la visite de Louis Wilder et de ses révélations. Le secret que Viola tenait à garder a été inventé. Mais vous savez au moins que j'avais promis de tout vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas encore compris la réaction de Bruce. Vous et Viola êtes très riches. Et alors ? Cela ne change rien. Vous restez les mêmes personnes. Pour moi, vous êtes toujours David de Northcombe, un grand artiste qui n'aime pas beaucoup le plat national écossais, le haggis. David fit la grimace. De la panse de brebis farcie, Burke. Quand je pense à tout le bien que vous pourrez faire avec cet argent, Viola et moi n'avons pas arrêté de parler de cela à bord de l'Étoile des mers. Soudain, il serra la jeune fille contre lui. Je vais enfin pouvoir voyager, j'emporterai tout mon matériel de peintre, et en route pour l'aventure. Vous me manquerez, fit-elle très bas. Je ne partirai que si vous venez avec moi. Épousez-moi, Meg, je vous en prie, acceptez de devenir ma femme. Je vous aime, j'ai besoin de vous. Les yeux clos, elle lui tendit ses lèvres. Moi aussi je vous aime, David, je vous aime tant. Avec un profond soupir, elle ajouta. Malheureusement, je ne peux pas me marier avec vous. Il pâlit. Pourquoi ? Je me sens obligé de rester à Glentoran. Comment pourrais-je laisser Bruce porter seul le fardeau du domaine ? Cela peut s'arranger, j'ai tant d'argent, je pourrais donner à votre frère. Jamais il n'acceptera votre aide. Ce n'est pas logique. À Londres, il cherchait des emprunts. C'était très différent. Il traitait avec des hommes d'affaires en leur présentant certaines garanties. Il ne veut pas qu'on lui fasse la charité. Il ne s'agit pas de cela, je désire seulement lui rendre service. Je le connais. Même pour sauver Glentoran, il refusera, car il considérera cela comme une aumône. Moi, je considère cela comme de l'orgueil mal placé. La jeune fille se pencha et doucement l'embrassa sur la joue. Je vous aime, David. Vous représentez tout pour moi. Je sais aussi, hélas, que mon devoir est là, près de mon frère. Si je le quittais alors qu'il se débat dans une situation désespérée, je ne me le pardonnerai jamais. Dans un sanglot, elle répéta. « Oui, je vous aime, mais je ne peux pas vous épouser. » Sur ces mots, elle partit en courant. D'un bon pas, Viola descendait l'un des étroits sentiers qui serpentaient dans les jardins. « C'est bien ma chance, pensa-t-elle en voyant Meg arriver en sens inverse. Je n'ai vraiment pas envie de bavarder. » Mais la sœur de Bruce ne semblait pas le souhaiter davantage. Le visage à moitié caché par son châle en plaie, elle se contenta de marmonner un bref bonjour avant de poursuivre son chemin. « On dirait qu'elle pleure, » pensa Viola. Quelques secondes plus tard, ce fut au tour de David d'apparaître. « Tu as vu Meg » demanda-t-il. « Oui, je viens de la croiser, elle paraissait bouleversée. Vous seriez-vous disputé ?»« Non, je lui ai proposé de devenir ma femme et elle a refusé, sous prétexte qu'elle doit rester ici pour seconder son frère. J'ai alors proposé d'aider Bruce financièrement. Jamais il n'acceptera, prétend-elle. Il jura. Je pensais que l'argent nous apporterait le bonheur, c'est tout le contraire. » Viola réussit à retenir ses larmes. « En fin de compte, les Glentoran ne seront pas fâchés de nous voir partir, conclut-elle. »« Partir » répéta David en fronçant les sourcils. « Évidemment, je vais de ce pas au village afin de demander à Lewis Wilder de s'organiser pour nous emmener à Londres aujourd'hui. Demain ou plus tard. Si vite ? Le plus tôt sera le mieux, non ? Bruce me regarde avec tant de mépris que je... » Incapable de terminer sa phrase, elle se mit à sangloter. David se redressa. En quelques secondes, celui qui avait encore des airs d'adolescent se transforma en homme sûr de lui. « Je ne t'accompagnerai pas, Viola, » déclara-t-il avec gravité. Elle cessa brusquement de pleurer. « Comment cela ? Ce qui s'est passé entre toi et Bruce ne me regarde pas. Mais moi j'aime Meg, et je sais que si je quittais maintenant Glentoran, tout serait fini pour elle et moi. Je vais rester pour lui prouver que je tiens à elle. Il y aura toujours la barrière de l'argent entre vous. Je suis prêt à donner tout ce que je possède si cela me permet de l'épouser. » Viola soupira profondément. « Tu as raison quand tu dis que l'argent gâche tout. » Elle fronça les sourcils. « Mais étant donné les circonstances, tu ne peux plus vivre au château.
Je trouverai bien une chambre au village. Je dessinerai, je peindrai. De toute manière, je vais rester près de Meg. Viola l'embrassa. Ta Meg a bien de la chance. Une rafale de vent les fit vaciller. David leva les yeux vers le ciel qui s'obscurcissait de minute en minute. Tu vas te faire mouiller? Elle haussa les épaules. Peu, je ne suis pas en sucre, je ne vais pas fondre. Le duc de Glentoran était furieux. Il en voulait au monde entier, à Viola, mais surtout à lui-même. Comment avait-il pu abuser de sa force pour embrasser une jeune fille contre sa volonté? Jamais il n'aurait imaginé être un jour capable de se conduire d'une telle façon. Il siffla ses chiens et sortit. Les épagnols bondissaient derrière lui dans les bruyères, tandis qu'il allait d'un bon pas à travers les landes. Sans se soucier du mauvais temps, la pluie fouettait son visage et le vent plaquait le kilt entre ses jambes, musclé et bronzé par la vie au grand air. Oui, il l'avait embrassée, mais elle le méritait. Il l'aimait de toutes ses forces, de toute son âme, et elle s'était jouée de lui. Cela lui avait fait mal, si mal. Guérirait-il un jour d'une pareille blessure? Il l'en doutait. Soudain, il se souvint de la gitane qui avait lu dans sa main. Vous aurez le cœur brisé par la faute d'un homme venu de très loin. Il avait ri en entendant cela. Ah, ce que pouvait inventer ces diseuses de bonne aventure. Maintenant, il ne riait plus. Car la bohémienne avait eu raison. Lorsque cet Américain lui avait dit que les Nordcombe étaient immensément riches, il avait eu l'impression que son cœur se brisait en 1000 morceaux. Quand je pense que j'étais sur le point de demander à Viola de m'épouser, comment pourrais-je le lui proposer maintenant, sans passer pour un coureur de dot? Il était beaucoup trop orgueilleux pour accepter cela. Si seulement je ne l'aimais pas autant. Il adorait le sourire de Viola, son sens de l'humour, sa culture, son intelligence, sa manière de s'intéresser à tout, que ce soit aux êtres ou aux paysages, et elle était si jolie avec ses boucles dorées et ses grands yeux d'un bleu foncé, presque violet. Oui, c'était la femme idéale, celle qui l'aimerait jusqu'à son dernier souffle. Or, juste au moment où il pensait que le bonheur était à portée de main, il apprenait qu'elle s'était cruellement moquée de lui. Si elle avait été franche, elle lui aurait aussitôt parlé de leur bonne fortune. Cela aurait été logique, naturel, honnête, en un mot, se dit-il. Il serra les dents. Tout ce que je demande maintenant, qu'il s'en aille au diable et que je ne les revoie plus jamais. Sa sœur serait désespérée à la perspective de voir David partir, mais pour le moment c'était le cadet de ses soucis. Le tonnerre gronda au-dessus de sa tête, tandis qu'un véritable déluge s'abattait sur lui. Les nuages étaient devenus si noirs qu'on se serait cru presque en pleine nuit. Le duc fit demi-tour, suivi par les chiens qui, pour une fois, semblaient heureux de rentrer. Les poings sur les hanches, Madame Livesey l'attendait dans le hall. « Vous voilà trempé comme une soupe, milord. Ah, quelle idée d'aller se promener par un temps pareil !» Bah, ce n'est pas la première fois que je me fais mouiller. Pouvez-vous demander à mademoiselle Viola de venir dans mon bureau, s'il vous plaît? J'ai à lui parler. Mademoiselle Viola est sortie, milord. Elle me semble avoir vu descendre vers le village. Par ce temps. Quand est-elle partie? Je n'ai pas fait très attention, il y a peut-être un quart d'heure ou une demi-heure. À cheval, ou bien a-t-elle pris la calèche? Elle était à pied, milord. Bruce rouvrit la porte et jeta un coup d'œil dehors. La tempête faisait rage. Le tonnerre grondait et les éclairs sillonnaient le ciel tandis que la pluie tombait avec une violence accrue. L'angoisse le submergea. Soudain, le fait que Viola ait évité de lui parler de sa fortune n'avait plus d'importance. La femme qu'il aimait passionnément était dehors, dans cette terrible tourmente. Rien d'autre ne comptait. Laissant ses chiens se secouer, projetant des gouttes en tous sens, Bruce sortit et courut vers le village. Il ne pleuvait pas encore quand Viola arriva en vue du port. Le ciel s'était assombri, mais elle n'en avait cure. Pas une seule fois, elle ne s'était retournée pour admirer le château. Elle ne pensait plus qu'à organiser son départ avec l'aide de Lewis Wilder. Et elle partirait seule, puisque David semblait bien déterminé à rester en Écosse pour Meg. Les larmes vinrent de nouveau aux yeux de la jeune fille. « Tout est ma faute, murmura-t-elle avec désespoir. Pourquoi n'avait-elle pas dit la vérité au duc dès le premier jour, au lieu de rêver d'être aimée pour elle-même sans que l'argent vienne tout salir? Ah, c'était bien raisonné, se dit-elle amèrement. Elle allait atteindre les premières maisons quand elle aperçut au bord de la route une jeune femme qu'elle reconnut immédiatement. C'était Heather Lyle, la femme de Fergus. « Bonjour, Heather. »
Cette dernière lui fit une révérence maladroite. « Que faites-vous dehors par ce temps, mademoiselle? Il va pleuvoir des cordes. » Viola s'efforça de sourire. « Bah, je trouverai bien un abri. Mais vous ?» Heather lui montra le ciré vert foncé qu'elle avait plié au fond du panier posé à ses pieds. « J'ai de quoi m'abriter. De toute manière, la diligence ne devrait pas tarder. »« Où allez-vous? »« En ville. La diligence passe une fois par semaine, le jeudi pour le marché de Corrègue. Je vais de temps en temps là-bas acheter les choses que l'on ne trouve pas au village. » Et pendant ce temps, Fergus surveille le petit Alan? Oh non, j'ai demandé à ma mère de s'en occuper. Fergus est allé chercher son bateau. Il l'avait laissé au mouillage dans la baie. Il va l'amener au port afin qu'il soit à l'abri. Elle parut soucieuse. Ce bateau est si vieux. Il a été réparé je ne sais combien de fois. Quand Fergus va à la pêche, j'ai toujours peur qu'il ne revienne pas. Un jour, sûr et certain, ce rafiot à moitié pourri va sombrer. Et vous n'avez pas de quoi en acheter un neuf? Vous voulez rire? Fergus arrive tout juste à ramener dans ses filets de quoi nous faire vivre. Un nouveau bateau coûterait une fortune que nous ne possédons pas. Les yeux de Viola se posèrent sur la broche en diamant qui étincelait sur la poitrine de Heather. En la vendant, les Lyell pourraient acheter une douzaine de bateaux, ou davantage. Si Fergus l'avait volé à la riche Madame Van Ashton, il aurait dû comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une babiole sans valeur. La jeune fille prit une profonde inspiration. Garder le silence à propos de tout et de rien quand on avait 1000 choses à dire, ce n'était pas la solution, comme elle venait de l'apprendre à ses dépens. « Heather, me permettez-vous de vous poser une question ?»« Bien sûr, mademoiselle. » « Cette broche. » Heather lui adressa un grand sourire. « Je sais ce que vous allez dire. Comment cela? Je vous avais raconté que Fergus avait dû la marchander le jour où le colporteur est passé. Eh bien, je me trompais. Vraiment. L'autre soir, je voyais bien que quelque chose le turlupinait. Quand je le lui ai demandé, il m'a avoué qu'il avait honte de ne pas avoir un sous-vaillant pour m'offrir un petit cadeau. Comme si je ne le savais pas. On ne peut s'acheter que le strict nécessaire. Mais alors, d'où vient ce bijou? C'est la dame américaine qui le lui a donné, parce qu'il était venu à son secours. Il n'avait pas osé m'en parler pour la bonne raison qu'il n'était pas très fier d'avoir accepté. Quand on sauve quelqu'un, on ne s'attend pas à recevoir une récompense. Un soulagement sans nom envahit la jeune fille. Un présent tout simplement. J'aurais dû y penser. J'imagine aisément Madame Van Ashton tendant sa broche à Fergus en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. « Oh, voilà la diligence !» exclama Heather. Un véhicule hors d'âge, tiré par 2 chevaux, de labour, s'arrêta devant elle. Heather y grimpa, rejoignant les femmes qui allaient toutes au marché. Elle adressa un signe de la main à la jeune fille. « À bientôt, mademoiselle. Allez vite vous mettre à l'abri avant la pluie. » Viola suivit des yeux la voiture qui s'éloignait en cahotant sur la route mal pavée. Avant de partir, il faudra que je m'arrange pour prévenir Fergus et Heather de la valeur de ce joyau. Ils vont pouvoir s'offrir le plus beau de tous les bateaux du port.